Le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles avait passé quelques instants à l'hôpital aujourd'hui suite aux effets secondaires temporaires de son traitement contre le cancer. Le dossier médical était parvenu au palais hier soir à 18h41, remis en main propre par l'oncologue en chef du roi, qui a refusé d'en divulguer le contenu à quiconque, hormis le souverain. Les révélations de ces 17 pages ont plongé le palais dans une situation de crise et contraint le prince William à annuler tous ses engagements jusqu'à fin janvier, soulevant des interrogations quant à la possibilité d'un deuxième décès royal à quelques mois d'intervalle. Que contenaient réellement les dossiers médicaux du roi? Le rapport qui allait tout changer. Le médecin de famille du palais avait sollicité une audience privée avec le roi Charles 3 jours auparavant, employant des termes qui, aux yeux du palais, laissaient immédiatement présager la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'un simple suivi, mais d'une audience privée pour examiner les conclusions d'une évaluation approfondie. Charles se trouvait à Sandringham lorsque l'appel lui demanda de rentrer à Londres. Ces dernières semaines, il avait passé plus de temps dans sa propriété du Norfolk, trouvant du réconfort dans la relative tranquillité et les routines qui l'avaient soutenu durant les périodes difficiles. Mais le voyage de retour à Buckingham Palace, le 10 décembre, revêtait une telle importance qu'il ne pouvait l'ignorer. La réunion eut lieu dans son bureau privé, une pièce conçue pour les discussions confidentielles, avec des murs épais et des mesures de sécurité garantissant une confidentialité absolue. Le docteur Hartley était arrivé accompagné de 2 collègues, tous 2 spécialistes en oncologie avancée. Charles avait demandé à la reine consort, Camilla, de le rejoindre, car il avait besoin de son soutien face à ce qui l'attendait. Elle s'assit à ses côtés lorsque le médecin de famille ouvrit le dossier en cuir contenant le rapport. Les premières pages contenaient des images numérisées et des données techniques qui n'avaient guère d'importance pour Charles, mais qui, de toute évidence, étaient cruciales pour les médecins. La page 3, en particulier, contenait le résumé qui allait tout changer. Charles avait demandé au Dr Hartley de répéter les échéances, car il avait besoin de les entendre à nouveau pour confirmer ce qu'il pensait avoir compris. Quoi qu'il en soit, il devait mourir entre mars et août 2025 et ne verrait probablement pas son prochain anniversaire en novembre. Camilla lui serrait la main fermement, le visage pâle mais serein, comme elle avait appris à l'être au fil des décennies passées à gérer les crises. Elle posa la question qui taraudait encore Charles. Est-il possible que le diagnostic soit erroné? Y a-t-il une chance d'obtenir de meilleurs résultats que ses projections? La discussion qui suivit porta sur les options de traitement, même si le terme « possibilité » était peut-être un peu optimiste pour désigner ce qui restait disponible. Le roi pouvait poursuivre les protocoles actuels, acceptant des bénéfices décroissants et une toxicité croissante, ce qui lui permettrait peut-être de gagner quelques semaines ou mois supplémentaires avec des capacités fortement altérées. Ou bien il pouvait opter pour des soins palliatifs, privilégiant le maintien de la qualité de vie pour le temps restant plutôt que de recourir à des interventions agressives peu susceptibles de prolonger significativement sa survie. Le roi Charles s'était enquis de la capacité du Dr Hartley à assumer ses fonctions royales dans chaque situation. C'était la question cruciale sur le plan institutionnel, celle qui allait déterminer le déroulement des mois suivants, non seulement pour lui personnellement, mais aussi pour la monarchie. L'entretien dura près de 2 heures, Charles posant des questions détaillées sur les symptômes, le calendrier et les capacités du roi. Lorsque le Dr Hartley et ses collègues partirent enfin, laissant le rapport complet au roi pour qu'il puisse l'examiner à son rythme, ce dernier resta longtemps assis en silence avec Camilla. La nuit d'hiver était tombée, tandis que les lampes du bureau diffusaient une lumière chaude qui contrastait avec le froid qui rongeait Charles. Âgé de 76 ans, depuis moins de 3 ans, il apprenait que son règne serait parmi les plus courts de l'histoire britannique moderne. Les décisions qu'il prendrait ce soir-là détermineraient comment la monarchie traverserait la transition la plus difficile qu'elle ait connue depuis des générations. Il demanda à son secrétaire particulier d'organiser une rencontre d'urgence avec William pour le lendemain matin. Cependant, avant de se coucher ce soir-là, Charles passa un coup de fil qui révéla ses préoccupations. Il appela Harry en Californie et joignit son cadet en début d'après-midi. La conversation fut brève. La voix de Charles se stabilisa lorsqu'il annonça à Harry que la situation médicale s'était gravement détériorée et que, s'il souhaitait revoir son père, il devrait envisager de se rendre rapidement au Royaume-Uni. Alors que Charles se préparait à se coucher ce soir-là, sachant que le sommeil lui serait difficile, il songea à l'ironie de sa situation. Il avait attendu 73 ans pour devenir roi.
Il avait consacré toute sa vie d'adulte à se préparer à un rôle qui semblait sans cesse repoussé. Le roi était monté sur le trône après la mort de sa mère en septembre 2022 et avait œuvré sans relâche pour que son règne soit empreint de sens et de continuité. Et maintenant, à peine 2 ans plus tard, il était confronté à la réalité. Son règne se mesurerait non pas en décennies, mais en mois, et tout ce qu'il avait espéré accomplir resterait inachevé. Ce que le palais savait, mais n'a jamais révélé. Le décalage entre les déclarations publiques concernant la santé de Charles et la réalité médicale à laquelle il était confronté remontait à 18 mois, à une période où le diagnostic de cancer du roi était encore présenté comme traitable et gérable. La première annonce du palais, en février 2024, décrivait une forme de cancer découverte lors d'un examen de routine, le traitement ayant débuté immédiatement et le pronostic étant jugé favorable. Ce que le public n'avait pas été informé, c'est que le cancer de Charles avait déjà métastasé au moment du diagnostic. La découverte lors d'une intervention sur la prostate n'avait pas permis d'identifier un cancer localisé à un stade précoce, mais bien de détecter une maladie qui s'était propagée au-delà de son site initial. Le pronostic favorable évoqué dans les communiqués du palais reposait sur des scénarios optimistes plutôt que sur une évaluation réaliste de la situation à laquelle Charles était confronté. Dès le début, son équipe médicale gérait un cancer avancé dont l'issue était incertaine, loin de l'affection bénigne que le public croyait qu'il soignait. Tout au long du printemps et de l'été 2024, les communiqués du palais ont continué d'afficher un optimisme prudent, déclarant notamment « Le roi répondait bien au traitement. Il maintenait son emploi du temps, moyennant quelques aménagements. Il restait fidèle à ses devoirs tout en accordant la priorité à sa santé. » Chaque déclaration était techniquement exacte dans son ensemble, mais masquait la vérité plus profonde. Le roi répondait sans aucun doute au traitement, mais cette réponse était partielle et temporaire. Il maintenait son emploi du temps, mais seulement au prix d'efforts considérables et en dissimulant l'ampleur de sa fatigue et de ses symptômes. Il privilégiait sa santé, mais dans le cadre des contraintes institutionnelles qui ne lui laissaient que peu de temps pour se rétablir. La décision de gérer la communication publique de cette manière n'avait pas été prise à la légère. Les principaux conseillers du palais, en concertation avec Charles lui-même, avaient pesé les conséquences d'une divulgation complète face aux impératifs de stabilité institutionnelle. Un monarque révélant être atteint d'un cancer métastatique avancé, au pronostic incertain, soulèverait immédiatement des questions quant à sa succession et à sa capacité à régner. Le palais avait choisi de privilégier l'espoir et la continuité, plutôt que de reconnaître la précarité de l'état de santé de Charles. Mais cette stratégie avait engendré ses propres problèmes. Comment pouvait-il reconnaître une détérioration de son état sans admettre avoir trompé le public sur sa gravité dès le départ? Les traitements expérimentaux suivis par Charles, jamais mentionnés dans aucune déclaration publique, reflétaient le désespoir de son équipe médicale face aux approches conventionnelles. En juin 2024, Charles s'était inscrit à un essai clinique d'immunothérapie ciblant son type de cancer. Cet essai nécessitait un déplacement dans un établissement privé en Suisse, un voyage présenté au public comme une courte retraite privée. Le traitement avait entraîné de graves effets secondaires, sans aucun bénéfice tangible, contraignant Charles à se retirer de l'essai après seulement 2 cycles. Une seconde approche expérimentale, In September, consistait en une radiothérapie ciblée sur des sites métastatiques spécifiques, associée à une nouvelle thérapie médicamenteuse prometteuse chez l'animal, mais dont les données chez l'homme étaient encore limitées. En November, l'équipe médicale de Charles discutait ouvertement entre elles de ce qu'elle avait hésité à dire directement au roi. La décision de demander une réévaluation complète était venue de Charles lui-même fin novembre. Il avait constaté sa baisse d'énergie, l'aggravation de ses douleurs et le sentiment que les traitements administrés étaient inefficaces. Il avait demandé au Dr Hartley de dresser un bilan complet en consultant tous les spécialistes nécessaires et de lui fournir une évaluation objective de son état de santé. Cette demande avait entraîné 2 semaines d'examens approfondis, aboutissant au rapport accablant remis hier. La stratégie de communication du palais reposait sur une tension fondamentale entre nécessité constitutionnelle et réalité médicale. La santé d'un monarque n'était pas seulement une affaire personnelle, mais aussi un enjeu institutionnel. La capacité de Charles à remplir son rôle affectait l'ensemble de la structure gouvernementale. Son pronostic influençait la planification de la succession, les relations diplomatiques et la stabilité nationale. Le palais estimait qu'une gestion prudente de cette information était indispensable pour toutes ces raisons. Mais ce faisant,
Il avait créé une situation où la révélation finale serait plus choquante et déstabilisante que ne l'aurait été la transparence dès le départ. Les cadres supérieurs, qui avaient eu accès à l'ensemble des informations médicales durant ces 18 mois, devaient désormais rendre des comptes. Ils avaient participé à un effort constant pour présenter l'état de santé de Charles sous un jour plus optimiste que ne le laissaient présager les faits. Certains s'étaient sentis mal à l'aise avec cette situation dès le départ, mais s'étaient rangés à l'avis de leurs supérieurs. D'autres s'étaient persuadés que c'était justifié, que la protection de la stabilité institutionnelle primait sur les obligations de transparence. À présent, alors que la mort de Charles pouvait survenir dans les semaines qui suivaient, ces justifications paraissaient de plus en plus vaines. La comparaison avec les dernières années de la reine Élisabeth était inévitable. Elle aussi avait connu une santé déclinante, gérée avec une grande prudence par les relations publiques, le palais n'ayant jamais pleinement reconnu sa fragilité avant son décès. Mais Élisabeth avait 96 ans, avait régné pendant 7 décennies, et son déclin avait semblé naturel, même si son ampleur avait été dissimulée. Charles avait 76 ans et régnait depuis 2 ans. La révélation qu'il était mourant depuis la majeure partie de son règne allait soulever des questions d'honnêteté et de transparence auxquelles le palais aurait du mal à répondre de manière satisfaisante. Ce que les initiés du palais comprenaient, même s'ils étaient aux prises avec la complexité éthique de leur démarche, c'est que Charles lui-même avait été complice de cet optimisme de façade. Il avait souhaité continuer à exercer le pouvoir aussi longtemps que possible. Il avait refusé de reconnaître la pleine gravité de son état, car cela l'aurait contraint à renoncer à des fonctions qu'il avait attendues toute sa vie. Le palais ne l'avait pas trompé, n'avait rien caché à leur roi. Il avait mis en œuvre une stratégie de communication approuvée par Charles lui-même, convaincu qu'elle servait l'intérêt général, même au prix d'un manque de transparence. À présent, face à la réalité médicale qui imposait des décisions désormais inévitables, le palais devait relever le défi de passer d'un optimisme mesuré à une reconnaissance mesurée de la maladie en phase terminale. Il faudrait en informer le public et préparer William à une succession imminente. L'institution devrait alors entreprendre le travail difficile d'expliquer pourquoi elle avait laissé entendre pendant 18 mois que Charles luttait avec succès contre le cancer, alors qu'en réalité, il perdait ce combat presque depuis le début. Préparatifs d'urgence pour l'accession au trône de William. L'appel parvint au prince William à Adelaide Cottage à 7h15 le matin du 11 décembre, moins de 12 heures après que Charles eut reçu le rapport médical dévastateur. William était déjà levé, assis au chevet de Catherine qui dormait d'un sommeil agité. L'appel du secrétaire particulier de son père à cette heure-ci ne signifiait qu'une chose. La situation avec Charles s'était dégradée. La conversation fut brève et formulée avec précaution, car William savait que même les lignes téléphoniques sécurisées du palais conservaient des enregistrements. William arriva à Buckingham Palace à 9h12. Il se contenta de dire à Catherine que son père devait discuter de questions importantes, ne voulant pas alourdir son fardeau alors qu'elle était confrontée à sa propre mortalité. Les enfants étaient à l'école, suivant une routine qui paraissait de plus en plus irréelle tandis que leur famille était confrontée à des catastrophes qui auraient dû être espacées de plusieurs années. Charles attendait dans son salon privé et William comprit immédiatement, à l'expression de son père, que ce qui avait motivé cette réunion d'urgence était aussi grave qu'il l'avait craint. Ils s'étreignirent brièvement, et William sentit la fragilité de son père à travers sa veste, remarquant combien Charles avait maigri ces dernières semaines. Puis ils s'assirent, et Charles lui tendit un document portant la mention « Confidentialité médicale ». William ouvrit et lut 2 fois la section consacrée au pronostic, ses mains se crispant sur les papiers tandis qu'il assimilait les délais. 3 à 6 mois sans traitement intensif. 4 à 8 mois de traitement rendraient son père progressivement moins autonome. Dans tous les cas, William serait probablement roi avant l'été. « Je suis vraiment désolé », parvint finalement à dire William d'une voix rauque. « Pour vous, pour ce que cela signifie pour votre règne. Pour tout. » Charles acquiesça, acceptant la compassion, mais souhaitant visiblement aborder les questions pratiques. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur les émotions. Il fallait décider comment gérer les derniers mois de Charles et l'accession imminente de William sans déstabiliser une institution déjà fragile. La réunion qui suivit rassembla le secrétaire particulier du roi, le Lord Chambellan chargé de la planification, le secrétaire du cabinet représentant les intérêts du gouvernement, et la princesse Anne, dont le jugement pratique inspirait à Charles et William une confiance quasi absolue.
Le groupe s'est réuni dans la salle de conférence sécurisée où des questions constitutionnelles extrêmement sensibles ont été abordées et l'ordre du jour qui s'est dégagé au cours des 4 heures suivantes couvrait un terrain que la monarchie moderne n'avait jamais vraiment eu à explorer. La première décision importante de Charles concernait le moment de l'annonce publique. Il pouvait annoncer dès maintenant son entrée en soins palliatifs, préparant ainsi la nation à sa disparition imminente, tant qu'il était encore capable d'influencer le récit. Ou bien il pouvait continuer aussi longtemps que son état le lui permettait physiquement, en faisant l'annonce lorsque son déclin deviendrait impossible à dissimuler, préservant ainsi sa dignité et ses fonctions, mais au risque de rendre l'annonce finale plus choquante. La seconde décision concernait la prise de fonction officielle de William au sein de la famille royale. Traditionnellement, en cas d'incapacité d'un monarque, des conseillers d'État étaient nommés pour exercer certaines fonctions. Mais la situation de Charles dépassait le cadre d'une incapacité temporaire. Il était mourant et Guillaume devait commencer à exercer les fonctions de roi de facto bien avant l'accession au trône. Les juristes ont élaboré un plan conférant à Guillaume une autorité sans précédent pour agir au nom du roi, faisant de lui, de fait, un co-régent durant les derniers mois de Charles. Anne a soulevé la question que tout le monde se posait, mais que personne n'osait exprimer. L'épouse de William est-elle aussi sous étroite surveillance? On lui demande de se préparer à la royauté tout en gérant les derniers mois de Catherine et en soutenant ses 3 enfants endeuillés. La question pratique est de savoir si un être humain peut supporter une telle charge simultanément. La réponse de William a surpris ceux qui le connaissaient peu, mais elle paraissait parfaitement logique à ceux qui le connaissaient bien. Je dois m'en occuper, car il n'y a pas d'autre solution. L'institution a besoin d'un héritier capable. Mes enfants ont besoin d'un père présent. Catherine a besoin de son mari. Mon père a besoin de son fils. Aucun de ces besoins ne disparaît parce qu'il est gênant ou insurmontable. Alors, je fais ce qu'il faut et je trouverai une solution pour le reste plus tard. C'était le genre de pragmatisme stoïque que la famille royale avait toujours exigé. Mais entendre cela exprimé par quelqu'un confronté à une situation aussi impossible a visiblement ému plusieurs personnes présentes. Les dispositions pratiques qui ont découlé de cette détermination ont été nombreuses. L'emploi du temps de William serait réorganisé afin de lui permettre de passer un maximum de temps avec Catherine tout en assumant ses obligations essentielles. Des renforts seraient prévus pour prendre en charge les tâches administratives qu'il gérait auparavant lui-même. Un soutien psychologique serait discrètement mis en place, même si William avait clairement indiqué qu'il n'aurait pas le temps pour un suivi psychologique approfondi avant d'avoir surmonté la crise immédiate. Et surtout, la scolarité et la préparation de George seraient accélérées. Un début d'après-midi, la réunion de planification d'urgence avait permis d'établir un cadre complet pour les 6 mois à venir. Charles resterait roi, mais sa présence publique diminuerait progressivement. William assumerait des responsabilités croissantes en vertu d'une délégation de pouvoir officiel. Le palais se préparerait à l'accession au trône, qui pourrait avoir lieu à tout moment à partir de mars. Tous les protocoles nécessaires étant prêts à être activés quelques heures après le décès de Charles. La famille est en train de maintenir un semblant de fonctionnement normal tout en faisant face à un double deuil qui rendrait cette situation quasi impossible. Alors que la réunion touchait à sa fin et que les participants se dispersaient pour mettre en œuvre les décisions, Charles demande à William de rester. Père et fils restèrent assis côte à côte dans la salle de conférence désormais vide, et Charles prononça les mots qu'il avait besoin de dire avant que les rouages de la préparation constitutionnelle ne les absorbent tous deux. Je suis désolé que tu aies à affronter cela. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour te soutenir en tant que roi. William ne put qu'enlacer son père et reconnaître que les excuses, aussi sincères fussent-elles, ne pouvaient changer la réalité à laquelle ils étaient tous deux confrontés. La couronne passerait de père en fils bien plus tôt que l'un ou l'autre ne l'avait souhaité, dans des circonstances qu'aucun n'aurait pu imaginer. Et aucune préparation au monde ne pouvait préparer William au poids qu'il allait porter seul. La situation de Camilla était impossible. Camilla était reine consort depuis moins de 2 ans, un titre qu'elle avait attendu des décennies, et pour lequel elle avait surmonté une hostilité publique extraordinaire. Le couronnement en mai 2023 avait été sa consécration. Le moment où elle se tenait enfin aux côtés de Charles en tant que partenaire officiel et non plus comme la figure controversée tenue pour responsable de l'échec de son mariage avec Diana. Elle s'était forgé un rôle, avait progressivement conquis le cœur du public et commençait à entrevoir un avenir où elle pourrait servir concrètement aux côtés des rois qu'elle aimait depuis leur jeunesse.
Le rapport médical rendu public hier a anéanti cet avenir en 17 pages. Camilla serait reine consorte pendant environ 6 mois encore avant de devenir reine d'Ajagur, et la couronne qu'elle avait portée si brièvement reviendrait à Catherine. Tout ce pourquoi Camilla avait œuvré, tout ce qu'elle avait obtenu malgré le mépris public, était brutalement anéanti par un cancer qui ne faisait aucune distinction de titre ni d'année de patience. Son chagrin personnel était compliqué par des considérations institutionnelles qui exigeaient une attention immédiate. En tant que reine consort, Camilla occupait des fonctions et des patronages qui devraient être transférés après la mort de Charles. Les propriétés qu'elle occupe actuellement reviendraient à la couronne. Ses revenus seraient bouleversés, et, plus douloureux encore, son statut social et officiel basculerait de celui de conjointe à celui de veuve. De participante active à la monarchie à simple note de bas de page dans l'histoire, en quelques mois seulement. Les conséquences financières étaient déjà colossales. Camilla, ne possédant pas de fortune personnelle significative, avait vécu confortablement en tant que duchesse de Cornouailles grâce aux revenus du duché, puis encore plus confortablement en tant que reine consort grâce à ceux du duché de Lancaster. Mais ces revenus n'étaient pas des biens personnels. Ils étaient liés à des fonctions, et à la mort de Charles, Camilla perdrait l'accès à la plupart des ressources financières auxquelles elle était habituée. Des dispositions existaient pour les reines douairières, mais elles étaient bien plus modestes que celles dont bénéficie une reine consort en exercice. L'équipe juridique du palais avait organisé des rencontres avec Camilla, tout au long de la journée suivant la réception du rapport médical par Charles, afin de lui exposer les conséquences de son décès. Elle conserverait un logement de fonction, probablement sur une propriété royale, mais certainement pas à Buckingham Palace ni au château de Windsor. Elle recevrait une pension suffisante pour vivre confortablement, sans toutefois atteindre le niveau royal. Elle conserverait certains titres honorifiques, mais perdrait la majeure partie de son rôle actif au sein de la famille royale. En somme, elle serait mise à la retraite, retirée de la vie publique avec dignité, mais définitivement éloignée du centre de la vie royale qu'elle avait tant lutté pour occuper. Ce qui l'a le plus blessé, ce n'était ni la diminution de ses revenus, ni même la perte de son poste. C'était la rapidité avec laquelle l'institution s'est préparée à l'écarter. Quelques heures seulement après avoir appris que Charles n'avait plus que quelques mois à vivre, les rouages du palais avaient déjà entamé les démarches pour faire passer Camilla de personnage essentiel à personnage auxiliaire. Elle comprenait la nécessité constitutionnelle et savait que William aurait besoin d'asseoir son règne sans les complications liées à la présence médiatique de la veuve de son père. Mais comprendre cela n'atténuait en rien la douleur de sentir l'institution se préparer à son oubli avant même la mort de Charles. Sa relation avec William avait toujours été complexe, cordiale, mais jamais chaleureuse, marquée par la loyauté de ce dernier envers la mémoire de Diana et son ressentiment envers le rôle joué par Camilla dans l'échec du mariage de ses parents. Désormais, cette relation allait déterminer en grande partie l'avenir de Camilla. Si William choisissait la générosité, elle pourrait conserver sa dignité et un lien significatif avec la vie royale. S'il choisissait de prendre ses distances avec elle, elle risquait de se retrouver de plus en plus isolée, un rappel constant du règne de son père que le nouveau roi préférait minimiser. La conversation que Camilla eut avec William le 11 décembre, après sa rencontre d'urgence avec son père, fut l'une des plus difficiles de sa vie. William avait été direct, non pas cruel, mais ferme, lui exposant clairement ce qu'il attendait de Camilla durant les derniers mois de Charles et après sa mort. Elle soutiendrait son père avec dignité et discrétion. Elle s'abstiendrait de toute complication et de toute sollicitation, d'attention susceptible de détourner l'attention de la transition que William devait gérer. Surtout, elle comprendrait que le nouveau règne devait affirmer sa propre identité, ce qui impliquait que Camilla se retire plutôt que de tenter de conserver l'influence dont elle avait bénéficié en tant que reine consort. Camilla avait accepté toutes les demandes de William, en partie par manque de moyens de pression, en partie par souci sincère du bien de l'institution dans laquelle elle s'était mariée, et en partie par amour pour Charles, qu'elle ne voulait pas compliquer ses derniers mois par un conflit entre son épouse et son héritier. Mais cet accord lui donnait l'impression de négocier sa propre obsolescence, d'accepter que son bref règne de reine consort serait suivi d'une longue période d'une élégante insignifiance. Elle s'inquiétait de savoir qui prendrait soin de Charles durant ces derniers mois. Le protocole du palais et les exigences médicales l'entoureraient de médecins et de personnel. Mais aurait-il le réconfort émotionnel dont il avait besoin? Les enfants issus de leurs 2 précédents mariages ajoutaient une complication supplémentaire.
Les enfants de Camilla, Tom et Laura, l'avaient soutenu tout au long de sa relation avec le roi Charles, mais ne s'étaient jamais pleinement intégrés à la vie royale. Leur rôle dans le deuil serait donc marginal. Reconnu. Minot Central. William et Harry entretenaient leur propre relation avec leur père, indépendante de celle de Camilla, et elles savaient pertinemment qu'ils n'avaient ni besoin ni envie de son réconfort durant le déclin et la mort de leur père. Elle serait présente, mais membre de la famille à Park, pas assez importante pour être incluse, ni assez essentielle pour compter vraiment. Une conversation que Camilla eut avec Charles le lendemain de la réception du rapport médical révéla l'étendue de son désarroi. Elle lui confia se sentir flouée d'avoir si longtemps attendu ces moments ensemble et de les voir brutalement interrompus. À mesure que décembre avançait et que les préparatifs du palais pour la mort de Charles s'intensifiaient, Camilla se retrouva tiraillée entre le soutien à son époux mourant et la préparation de son propre avenir incertain. Elle était reine consort du Royaume-Uni, mais bientôt elle redeviendrait simplement Camilla Parker. Harry était engagé dans une course contre la montre. L'appel parvint à Harry à 3h14 du matin, heure californienne, l'heure où les notifications d'urgence sont les plus inquiétantes. Il dormait mal de toute façon, perturbé par les informations concernant la santé de Catherine et par ses propres sentiments ambivalents face à l'éloignement familial, qui lui avait d'abord semblé justifié, mais qui lui paraissait de plus en plus comme un gâchis tragique. Le secrétaire particulier de Charles appelait, ce qui était en soi significatif. Les communications du palais passaient généralement par les voies officielles ou, si nécessaire, par des intermédiaires. Un contact direct signifiait quelque chose de grave, qui ne pouvait attendre les heures de bureau ni le protocole. Le message fut transmis avec une courtoisie professionnelle qui dissimulait à peine son urgence. Sa Majesté souhaitait s'entretenir avec le duc de Sussex dès que possible, de préférence immédiatement. Harry, encore ensommeillé, comprit qu'il ne s'agissait pas d'une demande pour une conversation ultérieure. Son père lui disait qu'il avait besoin de lui parler sur le champ, et cela sous-entendait que le temps serait plus court que ce que quiconque en dehors de la famille proche pouvait imaginer. Harry dit qu'il rappellerait dans un quart d'heure le temps de se réveiller complètement et de se préparer à ce qu'il allait entendre. La conversation avec son père n'avait duré que 11 minutes, mais elle avait suffi à Harry pour comprendre. Son père était mourant. Le rapport médical était sans appel. Si Harry voulait revoir son père, avoir une chance de se réconcilier ou de lui dire adieu, il devait venir en Angleterre au plus vite. La voix de Charles était calme, mais elle trahissait une fatigue qu'Harry ne lui connaissait pas. La voix de quelqu'un qui avait accepté une terrible nouvelle et qui en gérait désormais les conséquences. La réaction d'Harry avait été immédiate. « Je réserverai le premier vol disponible. Je pourrais être là demain soir, heure de Londres. » Charles l'avait remercié, sans rien dire de leur arrangement ni des conflits qui les avaient tenus séparés. Il avait simplement exprimé sa gratitude, in silence, que son fils cadet vienne. La réaction de Meghan à l'annonce du départ immédiat de Harry pour Londres fut complexe. Elle comprenait que Harry avait besoin de voir son père, soutenait sa décision intellectuellement, mais elle savait aussi que ce voyage allait raviver l'intérêt des médias pour leur relation avec la famille royale et replacer Harry au sein d'une dynamique familiale dont il s'était efforcé de s'échapper. Ils s'étaient construit une vie en Californie, fondée sur leur indépendance vis-à-vis de l'institution qui les avait rendus malheureux. Le retour de Harry, à cause de la maladie de son père, le ramènerait inévitablement vers des relations qui suscitaient chez Meghan des sentiments mitigés. La conversation que Harry eut avec Meghan aux aurores, alors qu'il faisait ses valises à la hâte et réservait ses vols, aborde des questions qu'ils avaient évitées. Harry assisterait-il aux obsèques de son père, quel que soit le moment où elles auraient lieu? Ses enfants, Archie et Lily, seraient-ils tenus de participer au rituel du matin pour un grand-père qu'ils connaissaient à peine? La présence de Harry au Royaume-Uni durant les derniers mois de Charles susciterait-elle des attentes de réconciliation avec William auxquelles aucun des deux frères n'était préparé? Le vol que Harry parvint à obtenir grâce à une connaissance qui avait organisé un vol privé à la dernière minute décolla de Los Angeles à 9h30 le 11 décembre. Le voyage de 13 heures, Escales Comprises, devait amener Harry à Londres vers 14 heures le 12 décembre. Le secrétaire particulier de Charles avait organisé un accueil discret, conduisant Harry directement à Clarence House, sans le dispositif de sécurité habituel accompagnant les déplacements royaux. L'objectif était d'offrir au père et au fils un moment d'intimité sans intrusion immédiate des médias, même si chacun savait que ce secret serait de courte durée. Durant tout le vol, Harry était tenté par la question de savoir ce qu'il dirait à son père et si une conversation pourrait aborder les années de conflit et de distance qui les séparaient.
Harry avait passé les 4 dernières années à justifier son départ de la famille royale, critiquant publiquement l'institution et construisant un récit où il se présentait comme victime d'une famille et d'un système cruel envers lui et sa femme. Cependant, la question du timing le hantait également pendant sa traversée de l'Atlantique. Arriverait-il à temps? Et si son père n'avait plus que quelques semaines à vivre et non quelques mois? Et si le stress des événements récents accélérait son déclin? Harry rédigea une lettre sur son téléphone pendant le vol, des mots qu'il voulait dire à son père, mais qu'il craignait de ne pas pouvoir exprimer en personne. L'avion entama sa descente vers Londres à 13h40 le 12 décembre, et Harry contempla par le hublot la ville grise qu'il avait fui 4 ans plus tôt. Le scénario le plus sombre pour la monarchie. La réunion de planification de scénario qui s'est tenue au château de Windsor le 12 décembre a rassemblé les plus hauts conseillers constitutionnels, les responsables du palais et les représentants du gouvernement, afin d'aborder une question que personne n'avait sérieusement envisagée jusqu'alors. Que se passerait-il si le roi Charles et Catherine, princesse de Galles, décédaient à quelques semaines d'intervalle? Le calcul était d'une simplicité brutale. Charles n'avait plus que 3 à 6 mois à vivre, voire 8 avec un traitement intensif. Le pronostic de Catherine, bien que jamais rendu public, était estimé similaire. Tous deux pourraient mourir à la fin de l'hiver ou au début du printemps, potentiellement à quelques semaines d'intervalle. Et si cela se produisait, la Grande-Bretagne se retrouverait confrontée à une situation inédite. Un nouveau roi accéderait au trône en plein deuil, élèverait 3 jeunes enfants accablés par le chagrin et devrait faire face à une perte nationale d'une ampleur jamais vue depuis la mort de Diana. Mais les questions pratiques se multipliaient rapidement. William pourrait-il assumer ses devoirs publics, notamment s'adresser à la nation et rencontrer les représentants du gouvernement? S'il gérait simultanément les derniers jours de Catherine ou s'il venait de la perdre? George, en tant qu'héritier, père à seulement 11 ans, devrait-il participer aux cérémonies et protocoles habituellement réservés aux adultes? Comment la monarchie maintiendrait-elle sa stabilité et sa continuité alors que le roi lui-même traverserait une crise personnelle qui paralyserait la plupart des gens? La discussion qui s'ensuivit fut délicate pour tous les participants. William était respecté, compétent et avait fait preuve d'une force extraordinaire tout au long de la maladie de Catherine. Mais nul n'a ses limites. Voir sa femme mourir alors qu'elle se préparait à devenir roi, son père mourant sur le point d'abandonner le pouvoir, représentait une épreuve insurmontable. La solution envisagée consistait à instaurer une régence de facto, où Guillaume serait roi de nom, tandis que d'autres, probablement Anne et Édouard, avec l'appui de conseillers privés, assureraient le gouvernement jusqu'à ce que Guillaume puisse reprendre pleinement ses fonctions. Le défi de la communication avec le public était tout aussi redoutable. Comment une nation peut-elle pleurer un roi qu'elle connaissait à peine, tout en préparant l'accession au trône de son successeur dans des circonstances tragiques? Charles avait régné moins de 3 ans, un laps de temps bien trop court pour établir la relation qu'Élisabeth avait tissée pendant 7 décennies. Sa mort engendrerait une profonde tristesse, mais aussi une attention immédiate portée à la suite. Et cette suite, ce fut l'accession au trône de Guillaume dans des circonstances qui feraient du couronnement, quel que soit le moment où il aurait lieu, un événement qui ressemblerait davantage à des funérailles qu'à une célébration. L'impact sur George, Charlotte et Louis méritait une analyse à part. Les spécialistes de l'éducation et de la protection de l'enfance consultés lors de la planification préconisaient de protéger autant que possible les enfants des sollicitations publiques afin qu'ils puissent faire leur deuil en privé et maintenir leur routine scolaire plutôt que d'être entraînés dans les rituels nationaux du matin. Cependant, cette approche était en contradiction avec la tradition royale qui exigeait une présence familiale visible lors des transitions majeures. Le compromis en cours d'élaboration prévoit des apparitions publiques minimales, soigneusement encadrées et adaptées à l'âge des enfants, tout en les tenant largement à l'écart des rôles cérémoniels qui alourdiraient leur fardeau. La question du rôle de Harry dans tout cela a ajouté une complication supplémentaire. Si Charles décède pendant que Harry est au Royaume-Uni pour ses dernières visites, il serait inévitablement présent aux funérailles et immédiatement après. Le protocole exigerait sa présence au deuil familial, mais son éloignement de William créerait des tensions dans une période qui exige l'unité familiale. Les organisateurs se préparaient donc à l'éventualité où Harry y assisterait. Pourtant, elle restait à l'écart des activités royales essentielles, reconnues mais non intégrées, présentes mais sans participation active, laissant supposer une réconciliation.
À l'issue de la séance de planification du 12 décembre, le groupe avait élaboré des cadres de référence complets pour gérer ce que tous espéraient rester des scénarios catastrophes purement théoriques. Mais ces cadres ne permettaient pas d'appréhender la dimension humaine des difficultés que la monarchie rencontrerait si ces scénarios se concrétisaient. Une institution déjà aux prises, avec des questions de légitimité et le scepticisme du public se verrait demander de faire le deuil d'un roi à peine connu tout en soutenant un nouveau roi en pleine crise personnelle. Les enfants, au cœur de la succession, seraient traumatisés. La famille royale serait déchirée et la couronne elle-même serait confrontée à des interrogations quant à la légitimité d'une institution exigeant de tels sacrifices de ses membres. La princesse Anne, clôturant la séance, a livré une analyse finale qui traduisait ce que tous pensaient, mais que peu avaient osé exprimer. Un silence pesant s'installa dans la pièce tandis que ses paroles résonnaient dans l'assemblée. Ils avaient passé des heures à préparer des plans d'urgence et des protocoles, mais Anne avait mis le doigt sur la peur sous-jacente que tous partageaient. Il ne s'agissait pas seulement de planification constitutionnelle. Il s'agissait de se préparer à une crise potentielle susceptible de bouleverser, voire de mettre fin à la monarchie telle que la Grande-Bretagne la connaissait. Le scénario le plus sombre ne se résumait pas à la mort et à la succession. Il s'agissait de savoir si l'institution pourrait survivre à la conjonction de tragédies qui mettrait sa résilience à l'épreuve comme jamais auparavant dans l'histoire moderne.